Oui, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai eu l'opportunité de lire un peu en primeur le livre d'Anne-Marie. Puis j'ai plus lu le livre avec mon regard de peintre, mais aussi de professeur. Puis dans le fond, j'ai préparé des questions qui peuvent donner accès peut-être à certaines dimensions du livre et à la pensée d'Anne-Marie. Mais malgré qu'on a discuté du livre abondamment à deux reprises, avant que je le lise, puis après que je le lise, en effet, je n'y ai pas soumis les questions qu'on va discuter aujourd'hui, juste pour être certain que vous avez comme quelque chose d'un petit peu plus frais. Donc, c'est ça, mais c'est pas une soutenance de thèse. Hein? Donc, peut-être en premier lieu, si tu peux nous parler un peu de David Milne, mais aussi pourquoi toi, tu t'en es venu à s'intéresser à ce point-là, à cet artiste-là. Hmm. Mais ça fait longtemps. Ben, David Milne, c'est un artiste qui est né en Ontario, d'une famille d'immigrants écossais, assez en milieu rural, assez pauvre. Il n'y a rien qui le destinait à une grande carrière artistique comme ça. Il est descendu assez vite à New York. C'est la même génération que le groupe des Sept, mais il n'a pas fait partie du groupe des Sept. Mais juste pour vous situer dans l'histoire, il est descendu à New York et il a fait partie de la première avant-garde américaine là-bas. Puis ensuite, il a refait son chemin vers le Canada en poursuivant toujours d'une manière assez intense et sans compromis sa pratique de la peinture. Pourquoi je me suis intéressée à lui? Je faisais mes études en histoire de l'art. On nous enseignait justement ces grands cours d'art canadien où on rencontre le groupe des Sept. Et puis Esther Trépanier m'enseignait David Milne aussi. Puis j'étais allée à Ottawa voir l'exposition organisée par Yann Thom. J'allais assez souvent voir les expos là et je me souviens très bien de ma sensation devant les œuvres sur papier de Milne. Euh, je me disais, mais comment je vois si peu de choses sur le papier et comment ça me fait autant d'effets? C'était les reflets, mais il y avait un minimalisme dans les moyens et puis un maximum d'effets et ça me faisait un effet très fort. Et donc, il est devenu mon chouchou, une espèce d'artiste historique chouchou alors que je m'occupais d'art actuel. J'ai travaillé avec Massimo, j'enseigne à des gens comme Léla, je vous connais plus du milieu de l'art de l'art actuel. C'était mon chemin, mais il restait toujours un peu dans ma tête cet artiste. Et puis, donc, j'allais le visiter. Si je travaillais sur Betty Goodwin à Toronto, ben, j'allais dans les salles voir les Milne quand j'avais la chance. Si je passais à Ottawa, j'allais toujours voir les Milne aussi. Et quand j'ai eu Milan, j'ai pensé que j'allais quitter le Musée national des beaux-arts où j'étais conservatrice de l'art actuel et que ce dont j'avais faim, c'était de faire plus de recherches. Et puis, je me suis demandé sur quoi je ferais la recherche. Alors, pendant que je l'allaitais, je lisais des résumés d'histoire de l'art canadien parce que je me disais que j'allais demander la bourse, la résidence au Musée des beaux-arts du Canada et je voulais vérifier si Milne était le bon cas. J'avais certaines questions qui me taraudaient et donc j'ai retraversé les histoires de l'art juste pour voir et puis j'ai retrouvé plus d'indices sur les choses qui m'intéressaient. Et puis là, je me suis lancée et puis ils m'ont fait confiance. Ça a été vraiment un coup de très grande confiance parce que j'avais pas nécessairement les arrières en art canadien pour me lancer dans cette recherche. Mais ça a été le début. Donc en 2007, au printemps 2007, j'ai fait les demandes. J'ai commencé à l'automne 2007 la recherche. Donc, dans le fond, ma deuxième question, on change un petit peu de sujet. Dans le livre est structuré de la manière suivante. Donc, dans un premier temps, Anne-Marie fait un rappel un peu du parcours de Milne, mais aussi de la façon dont il a été interprété, discuté à travers les décennies précédentes. Puis ensuite, c'est vraiment plus sa thèse à elle, où elle fait une analyse de la vie de l'artiste à travers trois dimensions. Donc, la dimension théorique, où ce qui prime pour lui, c'est l'unité esthétique. La dimension méthodologique, où ce qui va primer, c'est l'unité d'intention. Puis la dimension de la pratique, où lui valorise la simplicité du cœur. Mais l'originalité de ton approche, en fait, c'est d'avoir employé l'assomment esthétique de Richard Susterman pour l'appliquer à l'histoire de l'art. Donc, je ne sais pas si tu peux nous parler
de cet aspect-là qui est nouveau dans ton travail, mais aussi qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir sur Mine? Donc, tu veux avoir une réponse sur la méthode, comment je me suis prise. J'arrivais avec des questions qui avaient à voir avec le spirituel dans l'art. Et ça voulait dire pour moi ce que j'entendais se dire dans les ateliers, dans la pratique de l'art qui débordait le strict travail de l'objet et le strict discours de l'art. Il se passait des choses dans l'expérience des artistes qu'ils essayaient de nommer de différentes façons. Je le voyais vivant autour de moi chez les artistes actuels, mais je l'entendais chez Yves Gaucher, chez Anna Milton, chez Rita Letendre, dans l'histoire aussi, donc des gens chercher un mot pour nommer d'autres dimensions de l'art et recourir au mot spirituel. Et je me disais, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'il y a là quelque chose pour nommer ce qui déborderait de l'analyse formaliste à laquelle j'avais été formée? Parce que pendant que je faisais mes études, je me disais, oui, je réponds à toutes les questions, mais il me semble qu'on n'engage pas une vie pour répondre à la grille d'analyse de Greenberg. Alors, qu'est-ce que c'est le plus? Comment on parlerait du reste? Donc ça aussi, ça remonte à mes années d'études, une sorte de question qui reste là, mais dont j'ai pas les moyens d'articuler une réponse et ça prend du temps. Donc quand j'entre au doctorat, c'est avec cette question-là. Mais Olivier Asselin qui me dirige à ce moment-là et que je salue, vraiment, j'aurais pas fait ce travail-là sans son accompagnement. Il détecte assez vite que, en fait, je veux parler de ces dimensions spirituelles, mais je peux pas me lancer dans l'indicible, une espèce de dans des questions théologiques, je suis vraiment en train de chercher comment ça se passe dans l'expérience. Et il me semble qu'il y a des choses chez Richard Schusterman, il fait un peu la même chose, il veut parler de dimensions dont on parle pas, de dimensions de la pratique dont on parle pas de façon habituelle en philosophie. Et il dit, on dirait que tu veux faire un peu les mêmes choses, ramener le corps, mais ramener le corps jusque dans ses perceptions les plus sensibles. Et donc, je suis allée voir Schusterman, j'ai lu Schusterman, analysé tout ça, et oui, ça répondait à plein de choses. Et par ailleurs, je faisais l'analyse, mais donc j'ai laissé Schusterman et j'ai fait l'analyse de tous les matériaux que j'avais disponibles sur Myrne. Mon but, c'était pas du tout de prendre Schusterman puis d'imposer sa structure. Sauf que, en faisant le travail sur Myrne, tout à coup, les matériaux se sont déposés dans les 3 catégories assez facilement. Puis les mots que tu as nommés, l'unité esthétique, l'unité d'intention et la simplicité de cœur, ce sont les expressions de Myrne. Ce ne sont pas celles de... Donc, c'est vraiment comme ça, les deux se sont rejoints un peu comme par magie. Ça, les artistes parmi vous vont comprendre. Il y a de la magie dans le travail. Et puis, c'est comme ça que la théorie a rencontré les deux. Puis dans le fond, cette approche-là que tu prends, qui est un petit peu différente de la manière dont on aborde normalement la vie d'artiste en histoire de l'art, elle te permet quand même d'amener certains éléments quand même assez innovateurs, nouveaux par rapport à Mille, entre autres une interprétation de ces tableaux à sujet, qui est assez convaincante, des œuvres assez difficiles, un corpus assez mal compris de Mille. Je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de comment tu as développé ton analyse par rapport à ça, justement en partant de ces matériaux-là dont tu parles, la manière de les travailler. Okay. Ce que ça fait, la structure, cette structure tripartite, là, c'est que ça montre que quand notre discours en histoire de l'art, habituellement, il traite que de l'unité esthétique. On s'occupe du mouvement, des formes, de comment un artiste s'inscrit dans l'histoire des formes ou de certains discours sur l'art, mais on reste donc avec c'était quoi son intention et les questions artistiques qui le préoccupaient. La deuxième partie sur les méthodes, on en parle un peu. Donc, qu'est-ce
qu'est-ce qui motive, mais pas, on va pas très très profondément là-dedans. Et rarement on parle des pratiques. Quand on en parle, c'est pour ou bien juste donner du contexte, rendre les choses très plus goûteuses. Un peu quand on écrit des articles, on va donner du contexte sur l'atelier et tout ça, mais ça reste du matériau un peu anecdotique. Ce que je voulais montrer, c'était combien toutes les choses qu'on fait dans une vie d'artiste, mais dans des vies quand elles sont complètement habitées, c'est un peu la même chose, mais les principes éthiques qui nous guident, les pratiques sportives, physiques, les introspectives. Donc, j'ai fait les lieux où on choisit de vivre, l'économie suivant laquelle on dirige sa vie. Donc, si je reviens là, c'est pour montrer que c'est en faisant le travail sur toutes ces étapes-là, ou toutes ces couches, hein, c'est comme si j'avais augmenté le feuilleté. Je trouve que notre feuilleté d'histoire de l'art est souvent pas assez épais. Fait que j'ai regardé tous les matériaux en présumant pas de ce qui était important pour l'artiste. J'ai tout mis à plat, hein, au lieu de dire quand il va voir une exposition, c'est important, ou quand il lit un livre sur l'art, c'est important, ben, j'ai regardé toutes les autres choses qu'il faisait qui n'avaient pas rapport avec l'art pour voir si ça donnait quelque chose. Mais donc, à force de faire ça, il se construit comme une ligne. On finit par comprendre les principes de vie, l'éthique, les modalités, puis à comprendre toutes sortes de à attraper toutes sortes de petits détails qui, tout à coup, on les voit réapparaître dans ses œuvres à ce sujet. Fait que je reprends ta question, je l'avais pas perdu de vue. Ce dont elle parle, Milne est un peintre surtout de paysages et de nature morte moderne. Ce qu'on voit, ce qui tient la peinture de cette première partie du 20e siècle, c'est une affirmation continue des moyens de la peinture. Donc, on affirme le plan, on affirme les moyens de la toile, les couleurs elles-mêmes. Il fait plusieurs tableaux dans ce sens-là. Il se rend assez loin dans la déconstruction des formes, des paysages. Il reste presque juste quelques traces pour faire un paysage ou une nature morte, et donc là, on s'attend à ce qu'il s'en aille vers l'abstraction. Ce serait ça, l'attente de notre histoire de l'art. Puis, à ce moment-là, il se met à faire, puis j'étais contente qu'on soit dans la section pour enfants, il se met à faire du jeu un peu inspiré par les enfants, inspiré par les tableaux anciens qui racontent des histoires, inspiré par la circulation plus complexe dans les tableaux, des espèces de scènes qui laissent les historiens de l'art perplexes. Vraiment, là, les uns après les autres, on arrive là, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce corpus-là? Il travaille avec des cartes à jouer pour faire des jeux, des espèces de personnages, de cartes à jouer un peu en deux dimensions. Il travaille, puis il fait des scènes monarchiques avec ça. Il travaille avec des personnages tirés du catalogue. C'est pas Sears à l'époque, c'est Eaton, oui. Donc des mannequins. Il travaille avec des scènes bibliques. Des anges, tout à coup, donc une iconographie d'imagination qui a rien à voir avec ce qui a porté sa peinture pendant toute la première partie. Alors, puis il fait ça en travaillant le plus vite possible avec une méthode très aquarelle mouillé sur mouillé. Donc, il y a comme deux défis. Faire une image qui se tienne, puis en même temps que la peinture apparaisse rapidement comme ça. Et puis, il fait ça, il continue ses paysages, ça alterne. Les historiens de l'art ont tenu différents discours là-dessus, ont essayé toutes sortes d'interprétations. Il y en a une qui m'a fait travailler le plus, c'est John O'Brien, qui est un historien de l'art de l'Ouest du Canada, qui maintient dans un texte qui a été vraiment important dans l'interprétation de Milne, qui se contredit. Alors, il dit, Milne continue à tenir un discours formaliste
artiste, alors qu'il se met à faire ses images d'interprétation, il donne la sensation que Milne régresse jusqu'à un certain point, et puis, mais c'était cette idée de la contradiction qui m'a beaucoup travaillé, beaucoup travaillé, parce que j'étais vraiment en désaccord avec lui, mais sans avoir là aussi tous les moyens de répondre. Mais j'avais une sorte de... Puis ça, c'est ma position, je pense, dans l'histoire de l'art. J'ai une telle admiration pour les artistes, puis ça me fait toujours plaisir de voir la salle remplie, que je me disais, non, un artiste intelligent, ça se contredit pas comme ça, juste si facilement. Il faudrait vraiment le démontrer. Donc, je suis partie plutôt de l'idée qu'on n'avait pas compris encore, qu'il y avait quelque chose qui nous échappait. Donc, si ça fait nœud, c'est moi qui n'ai pas compris, c'est pas de son côté. J'aimais mieux présumer ça puis chercher que de présumer de ma position autoritaire. Donc, je me suis mise à la recherche, mais c'est vraiment à force d'accumuler toutes sortes de petites sensations, toutes sortes de petites informations, toutes sortes qui m'ont... toutes les choses se sont mises à faire sens, et puis j'ai offert une interprétation effectivement de chacune des séries, sauf pour King, Queens and Jokers, que j'ai pas encore. C'est comme plus sur il y a une question sociopolitique là, qui m'intéresse, mais qui m'échappe encore. Je voudrais bien continuer à travailler là-dessus. Mais ça m'a permis, par exemple, dans le dernier tableau qu'on voit, de dire, quand j'étais avec David Milne Jr., son fils, la dernière fois, de lui dire « c'est ta mère ». Puis il dit « quoi ?» Je dis « c'est ta mère ». Et on a regardé, puis il était tout à coup d'accord, mais c'était je pouvais lui expliquer pourquoi je dis « c'est ta mère qui est assise là ». Non seulement le visage me frappait comme étant ressemblant, mais c'était la position de la femme très terrienne qui est assise là. Ton étude, la partie vraiment sur ton étude se termine avec cette interprétation-là, puis il y a vraiment quelque chose de jouissif dans cette partie-là du livre, parce que c'est des œuvres tellement difficiles, puis l'interprétation que tu en fais se tient vraiment très bien. Puis on voit aussi à travers ça que, en fait, tu as consulté probablement tout ce qu'il a écrit, Milne, en termes de correspondance et tout, là. Ben, tant mieux s'il y a du plaisir à le lire, parce que moi, j'ai eu du plaisir à l'écrire. C'est-à-dire que c'est comme, rendu là, c'est la fin du travail, puis je me souviens d'être comme une sorte de locomotive, là. Il y a plus, t'es plus dans il y a plus de tergiversation dans l'esprit. Il se passe des choses, tu les vois apparaître. Fait que c'est comme un moment d'écriture qui était vraiment important pour moi, parce que j'ai vu tout à coup les choses. Mais ça vient, je veux juste rendre justice, ça vient de ma formation formaliste. Et sémiotique et tout ça, ça se passe où dans le tableau? Alors, à force de... Oui, c'est en combinant les écrits puis une observation extrêmement attentive des moindres détails de l'œuvre que tu en arrives à ces interprétations-là. Oui, puis des fois, c'est de faire rencontrer les œuvres. Par exemple, les pots de peinture qu'on voit, ou les pots de couleur, c'est des cosmétiques, mais on les retrouve dans d'autres tableaux, ou des choses, c'est à force, c'est ça, c'est une accumulation j'appelle ça une accumulation de petites perceptions. On emmagasine, on absorbe beaucoup de choses, puis éventuellement, les liens se font. Dans le fond, je fais un lien avec ce que tu as dit tantôt, en fait, dans ce que tu viens de dire, dans tes réponses précédentes, mais aussi dans le livre. On sent un très grand respect pour les artistes à plusieurs endroits dans le livre, pas juste pour Milne, le grand artiste, mais en conclusion, t'ouvres aussi sur un aspect que moi m'a touché dans le livre, qui est le livre de Susterman, que tu appelles le méliorisme. Donc, Milne affirme à de nombreuses reprises que finalement, le résultat du tableau n'est pas si important, c'est lui, comme humain, de se développer à travers la pratique. En tout cas, je le vulgarise au plus ras des pâquerettes, là. Je ne sais pas si tu aurais quelque chose à dire là-dessus, qui est un élément, je pense, qui est vraiment intéressant du livre, mais qui dépasse, qui inclut un peu la pensée de Milne, la méthodologie que tu as prise, mais peut-être aussi une perspective qu'on sent que toi, tu as d'une manière personnelle en conclusion. Sur le méliorisme même, ou plutôt sur la recherche que Milne C'est ma question la moins claire, en fait. C'est juste une dimension que je trouvais vraiment
ressortait, puis je sais pas quelle question poser là-dessus, mais je serais curieuse de t'entendre ou de voir quelle perspective tu as sur cet aspect-là. Ben, c'est la question philosophique la plus importante du livre. C'est en fait comment est-ce que par l'analyse on arrive à cerner un peu, je veux pas dire mettre le doigt parce qu'on a du mal à mettre le doigt sur nos propres motivations, mais à cerner un peu ce qui a motivé la trajectoire d'un ou une artiste. Et puis, de cette manière-là, d'ouvrir, c'est pas, pour moi, c'était pas de condamner les analyses qu'on faisait, mais de les ouvrir, d'en offrir d'autres, de pouvoir, de cette manière-là, créer d'autres filiations dans l'histoire. Parce qu'à partir du moment où on comprend que Milne, son objectif, sous l'objectif officiel d'unité esthétique, sous la méthode d'unité d'intention, ce qui le préoccupait le plus, c'était d'atteindre cet état qu'il appelait la simplicité du cœur, donc une sorte d'état de présence très aigu, dynamique, éphémère, mais qui se passait à l'occasion dans la peinture. Et donc, je pense que chaque fois qu'il sort peindre, c'est pour ça. Une fois qu'on met le doigt là-dessus, ben, on peut créer d'autres, on comprend mieux ses réactions aux autres artistes, mais on peut aussi créer d'autres filiations dans l'histoire plutôt que d'en faire juste une lecture entre modernes. On peut voir qui sont les autres qui ont été guidés par cette recherche de qualité de présence. Puis au sein d'une même école artistique, on peut avoir des gens qui sont portés par différentes positions, motivations. Puis c'est la question de la vie artistique, hein, mais de la vie, comment on la crée, qu'est-ce qui nous porte, motive, et comment ça s'articule dans un ensemble de gestes de décision. Et il me semble que quand on le voit analysé comme ça, ça incite peut-être, je pense que mon collègue Thierry Davila m'avait dit à un moment donné, mais tu fais de la pragmatique. C'est toujours de la méthode. Même les expositions, tu offres des méthodes. Puis c'est vrai que il y a quelque chose comme offrir une méthode. Pas tant juste regarder sa vie à lui, mais voir est-ce que moi, je me positionne comment par rapport à cette vie-là. Il fait ça comme ça, est-ce que je le fais ça? Ça m'inspire telle chose, ou non, moi, je voudrais jamais ça. Mais il y a comme une sorte de réajustement de sa propre vie en regardant la sienne. Puis, c'est ça, je me dis que c'est à analyser des parcours d'artistes, ça j'offre pas juste une analyse des œuvres, mais des possibilités d'existence. Puis que c'est peut-être ça que j'ai le plus envie de mettre dans le monde. Mais justement, en fait, tu as raison, à la lecture du livre, moi j'ai trouvé qu'il y a des parties du livre qui est assez confrontantes, parce que justement, il nous explique tu nous expliques en fait toute sa philosophie de vie qui est assez radicale. Puis une des dimensions que moi j'ai trouvé la plus confrontante de sa pensée, c'est que l'artiste doit se consacrer, en fait il y a la conviction que l'artiste doit se consacrer uniquement à la peinture et au repos. En fait, tu peux te reposer aussi, mais tout le reste que tu fais, ça doit être ce à quoi tu as choisi de consacrer ta vie. Puis dans notre monde actuel, où notre attention est constamment dispersée, il y a toujours des couches qui se rajoutent. J'ai l'impression que chaque année, on nous en demande de plus en plus. Il faut être notre propre caissière d'épicerie, il faut tout faire par nous-mêmes. J'ai trouvé, c'est ça, puis je sais que toi, tu as un intérêt particulier pour les pratiques de l'attention et tout ça. Je serais curieuse de voir comment toi, tu perçois cet aspect-là, justement, de sa vie en résonance avec le contexte actuel. Moi, je trouve pas ça si... ça dépend comment tu veux dire confrontant, mais je trouve ça plutôt inspirant. Je pense pas qu'on travaille aussi longtemps sur quelqu'un si on n'est pas psychiquement appelé par le mode de vie qu'il propose.
Euh, oui, ben, ce qui est frappant, c'est qu'il trouve ça très énervant, ses propres conditions de vie, puis il veut toujours que ce soit plus simple, plus calme, il tolère pas deux choses en même temps, faire deux activités, avoir à travailler puis à faire la peinture, il sacrifie tout le travail, ou en fait, il travaille juste le minimum dont il a besoin pour pouvoir soutenir sa vie, mais même dans la pratique de la peinture, avoir la pensée sur quelque chose, puis le reste de l'attention sur la peinture, ça va pas. Alors, il pourchasse les pensées, il pourchasse toutes les formes de division dans son esprit. Évidemment, quand c'est rassemblé dans un livre, ça fait très, très dense, comme s'il pensait à ça à chaque moment de sa vie. C'est comme des condensé des choses. Puis je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'il avançait jour après jour, puis que ça crée ça éventuellement, mais il s'est pas dit, il n'a pas fait l'arc de sa propre existence avant, mais je dirais, pour être honnête, je suis plus inspirée, je cherche plus ça dans ma vie que les distractions. Puis plus ça va, plus c'est comme ça, parce que après, je te disais, quand on préparait, il y a une citation que j'aime vraiment beaucoup, je pourrais pas la retrouver facilement, je vais vous la dire, la paraphraser. Il dit, on s'excite beaucoup sur les arts et les artistes. On en parle tout le temps, on érige des statues, on écrit des livres, on dit oh non, non, quelle vie de misère, mais on l'admire quand même. On fait tout sauf l'essayer. Donc, on fait tout sauf se mettre à la création. Puis pour lui, c'était la chose la plus forte, la plus élevée qu'on pouvait faire. Et donc, après avoir fini l'écriture, ben, la première question que je me suis posée, c'est alors, est-ce que moi, je le fais? Et puis, j'ai commencé à créer des conditions pour ça, mais je vous dirais, je suis pas sûre que j'arrive jamais à le faire de manière aussi intense que Mel, mais... Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je suis plus de ce côté-là des choses. C'est super intéressant. En fait, ma dernière question, justement, est sur la langue de Milne. Les citations que tu as retirées sont magnifiques. En fait, il y en a, sont nombreuses. Il y en a qui sont plus terre à terre. Mais même, en tout cas, moi, j'ai été vraiment charmée par la manière dont il essaie de nommer des choses très difficiles à nommer à des interlocuteurs, parce que c'est beaucoup tiré de correspondance. Puis je voulais en lire une pour donner un peu aux gens cet aspect-là. Puis aussi, après, peut-être te faire parler sur le choix de ces citations-là, mais aussi la traduction, l'effort de traduction qui a été fait en français. Donc, je m'excuse parce que les citations, c'est jamais vraiment le fun à se faire lire, mais je vais faire mon possible d'essayer de rester avec Milne. Il dit « Les fleurs et l'art ont pour nous, du moins pour certains d'entre nous, une existence complète et réelle, et ne sont les serviteurs de personne, les auxiliaires de rien. Par notre amour de l'art et notre amour des roses, nous construisons nos petits paradis dans nos jardinets ou sur la minceur de nos toiles. Nous acceptons le monde imparfait qui nous entoure, il le faut, mais nous y construisons notre propre monde parfait, sans demander de permission, ni rien devoir à personne. » Oui. Ça, c'est David Milne. Alors, ces mots sont très, très beaux. Effectivement, il y a une exigence de recherche pour mettre les mots justes sur les expériences qu'il vit, les positions. Et il le fait dans un style très moderne, ça aussi. C'est très écriture, comment on appelle, on dit en anglais stream of consciousness. C'est quoi la bonne expression? Les littéraires, ils sont où là? Flux de conscience, oui, merci, c'était toi que je cherchais. Et puis, il s'inspire de Proust. À un moment, il dit à tout le monde, mais as-tu lu Proust? As-tu lu Proust? Donc, son écriture est vraiment, vraiment très belle, vraiment très profonde. Je dis souvent, on a au Canada quelque chose d'équivalent aux écrits de Van Gogh et on ne les publie pas. Alors, j'ai travaillé avec Charlotte qui est ici. Ça me permet d'annoncer que je commence un nouveau chantier sur David Milne, sur les écrits, justement, avec le Musée des Beaux-Arts de l'Ontario, l'AGO.
et la collection Thompson. Alors, on est trois, une senior fellow et deux juniors, donc deux jeunes chercheuses, dont Charlotte. Et on va travailler toute la prochaine année à mettre de l'ordre un peu dans les écrits, voir qu'est-ce qu'on peut retenir pour diffusion, parce qu'il y en a des milliers de pages. Des milliers de pages qui sont encore manuscrites ou avec certaines ont été saisies. C'était dans le projet de David Milne Jr. il y a longtemps. Lui faisait le catalogue raisonné avec David Silcox. David Silcox faisait la biographie. Il devait y avoir un recueil des écrits à ce moment-là. Et il n'a jamais été fait. Donc, ça reste toujours comme un des outils importants qui manquerait. Et c'est surtout que c'est si inspirant. C'est si inspirant. Et puis, il y a toutes sortes d'aspects à relever. On va se mettre au travail là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la... Ah, je voulais dire oui pour Nathalie. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est arrivée? Ah, elle est au fond. Viens, parce que je ne veux pas parler de ça si tu n'es pas proche. Alors, le travail de traduction, oui. Parce que c'était toute une affaire. Mon texte original, Nathalie Deblois, super traductrice, engagez-la. Elle fait pas de la traduction, elle fait de la magie. Donc, ce qu'on a fait, d'abord, Nathalie et moi, on s'est connus comme étudiantes en histoire de l'art. Donc, c'est vraiment super de pouvoir travailler ensemble des décennies plus tard sur des projets comme ceux-là. Donc, mon texte, à l'origine, il était mon texte à moi en français et toutes les citations de Milne en anglais et toutes les citations aussi des auteurs de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Bon, les historiens, savez-vous que Ruskin n'est pas traduit en français? Il y a des choses comme ça qu'on découvre en le faisant, qu'on imagine qu'ils sont des canons de notre littérature puis qui sont pas traduites. Donc, mais il y avait principalement le fait d'avoir à trouver pour Milne une voix. Ça veut dire beaucoup de sous en traduction, donc je me suis essayée au départ à essayer au moins de faire une première traduction pour dégrossir les choses. Et puis Nathalie est passée derrière moi et elle a fait vraiment un travail absolument extraordinaire qui fait que j'ai vraiment la sensation quand je le lis, puis j'ai retraversé le livre au complet, que j'entends Milne, alors que moi j'ai vécu avec lui en anglais tout le temps. C'est clair, mais on n'est pas dans la traduction franchouillarde ou avec une sensation qu'on est en train de passer à l'anglais. C'est vraiment sa voix. Alors, je suis pleine de reconnaissance pour le travail que tu as fait. Le livre serait pas pareil si on n'avait pas fait cette étape de travail. Alors, merci d'avoir posé la question. Parlant de traduction, j'ai eu la semaine dernière la confirmation qu'on avait la subvention pour pouvoir faire une traduction anglaise. Alors, ça va se faire chez McGill Queen's University Press. Je ne sais pas si Jonathan Grego est là, il devait arriver. Voilà, c'est toutes mes nouvelles. Ça me permet de faire la suite.